Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 7 mars. À la une, la réunion du Conseil de sécurité sur les cas d'enlèvement d'enfants, des décisions urgentes prises par le gouvernement hier, des personnes interpellées. La population ne doit pas se laisser gagner par la psychose. Vous êtes accro à votre téléphone portable, vous avez toujours l'appareil à l'oreille, vous passez des heures et des heures à communiquer, vous êtes donc exposé. En 4 minutes 33, la rédaction de RTI 1 vous explique les dangers du téléphone portable et des ondes, et c'est dans quelques instants. Ce mercredi 7 mars, date de l'élection générale en Sierra Leone. Plus de 3 millions d'électeurs appelés aux urnes pour les élections présidentielles, législatives et locales. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, je vous propose de voir les premières images du Conseil des ministres. La réunion, comme tous les mercredis, se tient en ce moment même en présence du chef de l'État. Plusieurs sujets seront abordés pour le bien-être des Ivoiriens, notamment la situation sécuritaire dans le pays. Mais avant, face à la psychose liée au cas d'enlèvement d'enfants, un comité de sécurité s'est réuni hier pour prendre d'importantes décisions. Nous vous proposons d'écouter le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, invité du journal télévisé de 20 h d'hier avec Marie-Laure Ngora. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil national de sécurité, une réunion du comité de sécurité présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est tenue cet après-midi du mardi 3 juin 2018. Cette réunion a porté sur les cas de disparition, d'enlèvement ou d'assassinat d'enfants. Depuis le mois de janvier 2018, 8 cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrés, dont 3 cas de décès de mineurs dus à des morts violentes par arme blanche ou strangulation. Les cas de décès concernent Traoré Aboubakar Sidik alias Bouba, âgé de 4 ans, enlevé à Williamsville et retrouvé mort à Angré. Glaou Hermon Chanceline, 14 ans, élève en classe de 5e au lycée moderne de Mbayakro. Lopoa Bienvenu, alias Droba, 6 ans, élève en classe de CE1, retrouvé mort à Boundiaï, dans la sous-préfecture de Bédiala. 3 cas d'enfants enlevés et retrouvés à Abidjan ce jour même. À ce jour, je tiens à indiquer qu'il n'est établi aucun lien entre les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Les enquêtes en cours ont permis l'interpellation de 2 personnes dans le dossier concernant Traoré Aboubakar Sidik alias Bouba. Une 3e personne suspectée est en fuite et est activement recherchée. L'interpellation d'une personne à Mbayakro dans le dossier de Glaou Hermon Chanceline. L'interpellation de l'auteur de l'enlèvement des 3 enfants dont je parlais, ce jour même, à Yopougon. Pour ce qui concerne l'assassinat de Lopoa Bienvenu, alias Droba, une personne fortement suspectée, en l'occurrence l'ex-époux de la mère, est en fuite. Les recherches sont en cours pour le retrouver. Le gouvernement condamne ces actes ignobles, perpétrés sur des enfants, et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il réaffirme sa détermination à combattre les crimes inacceptables. Le gouvernement tient à rassurer les populations que tous les moyens, humains et matériels, sont mis en œuvre pour faire la lumière sur ces événements malheureux. Face à l'émotion que suscitent ces actes de barbarie, le gouvernement invite les populations à garder leur calme et à ne pas céder à la psychose et surtout à ne pas se faire justice, ainsi que cela a été constaté à Soubré, Bleu-le-Quin et à Mbayakro, où des actes d'incivisme ont été enregistrés. Ces cas d'incivisme
ont conduit à l'incendie volontaire et à la destruction d'immeubles et d'édifices publics, au pillage et à la destruction de biens publics. C'est le lieu pour le gouvernement d'indiquer que suite aux événements de Soubré, Bloloquin et Mbayakro, 73 personnes ont été interpellées, 4 à Soubré, 50 à Bloloquin et 19 à Mbayakro. Ces personnes interpellées seront poursuivies conformément à la loi. Le gouvernement tient à réaffirmer qu'il dispose de tous les moyens de recherche pour retrouver et poursuivre en justice toute personne qui se rend coupable de pareils actes. Fait à Abidjan le 6 mars 2018. Voilà, c'était là le communiqué du Conseil national de sécurité suite au cas d'enlèvement d'enfants. Et ce mercredi alors, un conseil des ministres se tient même en ce moment. Les femmes magistrats, elles, renforcent leur capacité professionnelle. L'objectif pour ces femmes est de se doter d'instruments juridiques pour une meilleure compréhension de l'exercice de la profession de droit. Frédéric Oulaï et Franck Quadio. Les femmes magistrats de Côte d'Ivoire renforcent leurs capacités. L'administration de la preuve en matière civile et pénale sont les thématiques explorées pour renforcer les capacités des femmes magistrats de Côte d'Ivoire. Une initiative de l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire. À travers cette rencontre, les femmes juristes entendent faire des mises à niveau. Nous organisons les différents ateliers pour former, pour approfondir nos connaissances en matière de droit, en matière juridique. Le droit évolue. Nous avons aujourd'hui l'informatique, etc. Donc, en fonction de cette évolution de la vie civile, de la société, le droit également évolue. Et donc, il faut que les magistrats se mettent, n'est-ce pas, au pas. La preuve est l'établissement des pièces selon les formes prescrites par la loi sur laquelle le juge fonde sa décision après vérification selon les conférenciers. Dans la recherche des preuves, le juge peut ordonner des enquêtes. Dans le cas d'un procès pénal, les pièces sont mises à la disposition du juge par le ministère public. Le juge, pour une raison ou une autre, n'est pas en mesure d'asseoir sa conviction ou alors de rendre une décision qui puisse tenir compte des éléments de preuve sur lesquels portent les contestations, alors il intervient lui aussi en tant qu'un acteur pour inciter les parties à produire des éléments de preuve ou prendre l'initiative lui-même d'aller chercher ces preuves-là. Voyez-vous? Donc, vous voyez l'importance de la preuve en matière civile. En matière pénale, c'est d'abord le juge qui initie l'action d'apporter d'abord les éléments de preuve tels qu'ils définis par le Code de procédure pénale. Cet atelier de renforcement des capacités des femmes se tient en prélude à la tenue de la rencontre régionale des femmes magistrats d'Afrique de 2019 en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces femmes de se pencher sur les droits humains et la représentativité des femmes magistrats à tous les niveaux de l'appareil judiciaire. Et toujours dans l'ordre des sujets consacrés à la femme, la première dame reçoit le prix du leadership féminin avec elle d'autres femmes africaines. C'est un prix qui a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans leur domaine, mais également de susciter le désir de réalisation de soi chez les filles et les femmes du continent. Sephora Zegui et Franck Quadio. Selon un rapport de l'UNICEF, 66% du travail mondial est accompli par les femmes. Elles produisent 50% de la nourriture dans le monde, mais perçoivent 10% de revenus. Une injustice que All Africa Global Media veut voir disparaître. Depuis 4 ans, la structure a initié le prix All Africa Leadership Féminin. Un prix qui récompense les efforts des femmes leaders pour leur engagement à travers leurs actions sociales en faveur des femmes. Thème de l'édition 2018, lutter pour l'autonomisation économique des femmes et l'accès des filles à l'éducation en milieu rural. À notre manière, notre plateforme d'information générale sur l'Afrique veut ainsi réitérer sa forte implication dans le développement communautaire, principalement celui des filles et des femmes africaines. Au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de l'événement et récipiendaire du prix d'honneur All Africa Leadership Féminin, la directrice de cabinet de la ministre de la Solidarité de la Femme et de la Protection de l'Enfant a exprimé la volonté de la première dame à continuer d'œuvrer pour l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Nous avons tendance à plus aider les femmes en milieu urbain. Nous oublions parfois les femmes en milieu rural. Mais il est important pour chacun de nous d'œuvrer pour que les femmes en milieu rural puissent se prendre en charge. Ces femmes récipiendaires s'engagent davantage à militer en faveur des femmes en milieu rural. Depuis 2003, nous avons compris
qu'en rendant la femme rurale autonome, on aura le développement pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler avec les femmes du milieu rural, mais en rentrant par l'excellence, c'est-à-dire les femmes les meilleures qui doivent conduire les autres. C'est le fruit du résultat de l'effort de l'ensemble des braves femmes productrices de Côte d'Ivoire qui est primée aujourd'hui. C'est avec les femmes rurales que j'ai commencé mon aventure il y a de cela 32 ans aujourd'hui. Et depuis toujours, nous ne parlons que d'accès au financement, autonomisation des femmes. Nous, femmes de Côte d'Ivoire, nous disons aujourd'hui que nous sommes dans l'action. Les conclusions d'un rapport des Nations Unies montrent que les femmes assurent 60 à 80% de la production agricole de Côte d'Ivoire. Elles constituent aussi 67% de la main-d'œuvre agricole du pays. Selon ce même rapport, les femmes vivent dans des conditions d'extrême pénibilité. L'UNICEF recommande alors à chaque pays de mettre la femme au cœur du processus de son développement. Parlant des femmes, demain jeudi 8 mars, le monde entier va marquer une halte pour célébrer donc la femme. Comment rendre les ports ivoiriens compétitifs dans un contexte sous-régional où l'économie portuaire fait face à une concurrence? Le gouvernement ivoirien a sa solution, sa petite solution. Il a décidé de prendre le taureau par les cornes en procédant à la réactivation de la commission de compétitivité et de développement des ports ivoiriens. Un reportage de Cheikh Kouné. De procéder au lancement des activités de la commission compétitivité et développement des ports ivoiriens. J'exhorte mes collègues membres de cette commission à désigner leurs représentants au sein de la commission afin qu'elles se mettent au travail sans tarder. En remettant les arrêtés de fonctionnement aux membres de la commission de compétitivité et de développement des ports ivoiriens, CCDPI, le ministre des Transports Amadou Koné vient ainsi de concrétiser un vœu longtemps caressé par la majorité des acteurs de la communauté portuaire. Cette commission, nous l'avons réclamée depuis longtemps parce que vous savez très bien que les problèmes portuaires, les problèmes de compétitivité des ports sont des problèmes transversaux. Et ça demande la participation de plusieurs ministères, la participation de plusieurs acteurs portuaires. Les ports sont des infrastructures et dont les financements sont importants et pour lesquels souvent on a plutôt besoin des États parce que simplement les ports n'ont pas la surface financière nécessaire pour prendre en charge ces financements-là. Cette commission sera chargée, entre autres, de proposer des mesures pertinentes pour mettre fin aux entraves de la compétitivité des ports ivoiriens. Au nombre de ces obstacles, le manque d'investissement, la vétusté des infrastructures portuaires depuis 1975, défavorisant ainsi les ports ivoiriens au profit de ceux du Ghana, du Togo, du Bénin et du Sénégal. Pour rappel, la réactivation de cette commission était inscrite au nombre des 256 recommandations formulées lors du séminaire du Grand Bassam, les 14, 15 et 16 décembre 2017, sur les enjeux et défis de la compétitivité des ports ivoiriens. Dans le domaine de l'agriculture, le lancement de la campagne éveillée hier mardi, mais aussi un bilan, information majeure, la production ivoirienne du caoutchouc est en hausse. On parle de 591 000 tonnes. Reportage Jean-Luc Bangou. Le prix du kilogramme de caoutchouc naturel est fixé à 271 francs CFA pour ce mois de mars. Bien loin des 1000 francs CFA le kilogramme atteint il y a une dizaine d'années. Mais pour les acteurs de la filière, l'EVA demeure une culture viable. Ils se sont déplacés nombreux pour assister au lancement de la campagne 2018, mais également pour exprimer leurs besoins. Au-delà donc du prix aussi, il faut reconnaître que le producteur est confronté à d'autres difficultés, telles qu'en termes de main-d'œuvre. La saignée, au-delà donc de ce problème de seigneur, il y a d'autres problèmes d'intrants, mais je pense que cela est minime par rapport donc au problème de prix qui baisse et surtout donc de disponibilité des seigneurs. La filière EVA en Côte d'Ivoire, c'est 591 000 tonnes produites en 2017, 164 000 planteurs identifiés et 600 000 hectares de plantation. Des chiffres en constante hausse malgré la faiblesse des cours. Nos besoins sont d'autant plus importants que nous continuons d'enregistrer des demandes importantes de la part des planteurs. Aujourd'hui, quand nous faisons les statistiques, c'est autour de 15 000 hectares en moyenne que nous n'arrivons pas à satisfaire tous les ans. Entre 2009 et 2017, ce sont plus de 26 milliards qui ont été investis dans la création de plantations, dans la formation des acteurs et dans la réalisation de pistes.
Une dynamique qui devrait se renforcer avec la mise en place d'une interprofession dans la filière EVA. L'interprofession permet d'abord de s'organiser, de planifier et d'organiser la visibilité dans ce secteur. L'interprofession permet aussi de développer de manière sereine. Donc il faut d'abord être ensemble pour que vous ayez une politique communautaire consensuelle, acceptée de tous et que vous pouvez le mettre en place. Le lancement de la campagne a servi également de cadre à la remise d'équipements agricoles. La Côte d'Ivoire ambitionne ainsi d'atteindre une production de 750 000 tonnes de VA à l'horizon 2020. Et votre dossier, deuxième titre de ce 13h, le téléphone portable, toujours à l'oreille, communication intense, vous êtes donc exposé. Le téléphone émet des ondes qui seraient dangereuses pour les utilisateurs, mais à quel moment l'appareil émet-il ces ondes et quelles sont les maladies auxquelles les utilisateurs sont-ils exposés? En 4 minutes 33, Fidèle Igné répond à toutes ces préoccupations dans ce dossier commenté par Franck Quadio. Le marché Wakubwe, dans ce magasin de téléphones portables dans la commune de Yopougon, des marques de tout type et pour toutes les bourses. Maintenant, on peut avoir des téléphones facilement. Avec un 4 000, 5 000, on peut avoir des téléphones sans problème. Le téléphone, cet appareil, petit à petit rentré dans notre quotidien, est aujourd'hui incontournable. Certains en possèdent plusieurs, au point de ne plus pouvoir s'en séparer. J'ai 3 téléphones. J'appelle les réseaux sociaux, les textos. En fait, le téléphone, c'est comme une partie de moi. C'est pas possible de vivre sans téléphone. Les téléphones mobiles fonctionnent en émettant des ondes, un canal utilisé pour interagir. Lorsque quelqu'un vous appelle, il y a donc au niveau des BTS les signaux qui arrivent et il y a ce qu'on appelle les paging. C'est-à-dire vous êtes à Kokogo ici, les paging consistent à chercher votre numéro. Et c'est parce que votre téléphone émet des ondes que le paging va retrouver donc votre numéro et donc le téléphone émet des ondes lorsqu'il est en fonctionnement. Même lorsqu'il en veille aussi, il émet. Mais lorsque vous l'éteignez complètement, il n'émet plus de ondes. Si l'utilité du téléphone portable n'est plus à démontrer, les ondes électromagnétiques qu'ils émettent seraient dangereuses pour les usagers, selon l'ONG Africa Planète Verte. Plusieurs mots sont à mettre à l'actif de ces ondes. Tout ce que nous utilisons comme moyen de communication a un impact sur la santé des personnes, sur notre santé. Et ces impacts-là aujourd'hui sont traduits donc par les ondes électromagnétiques. L'accroissement de la puissance de ces ondes au fil des années et la manifestation sur les personnes, c'est un état d'anxiété, de stress, de fatigue qui s'aggrave. On retrouve pour les gens qui travaillent dans les centres d'appel ou très exposés des maux de tête, des migraines, des céphalées, mauvais sommeil. Selon une étude menée par l'Agence sanitaire de France en 2014, l'on ne peut parler de risques avérés, mais plutôt d'effets possibles sur le bien-être. Les médecins et experts télécoms ivoiriens sont unanimes. Aucune preuve scientifique ne prouve l'impact des ondes sur la santé. À ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de revue scientifique qui affirme que ces rayons-là sont nocifs. Les ondes peuvent vous rendre malade et peuvent surtout apporter une négativité au niveau du bien-être de l'être humain. Mais rendre malade en tant que tel, il faut étudier la question, faire des investigations, des études pour bien affirmer ou bien confirmer ce qu'on doit pouvoir annoncer. Dire que les ondes rendent malades, il faut pouvoir étayer avec des données scientifiques. En Côte d'Ivoire, l'Agence de gestion des fréquences radioélectriques effectue régulièrement des mesures de contrôle de la nocivité des ondes. Selon le directeur de cette agence, il n'y a pas de souci à se faire. Aujourd'hui, nous avons fait les mesures du champ électromagnétique et donc c'est le niveau des puissances reçues par la population. Il y a les normes de l'OMS qui sont basées sur les normes de la Commission internationale de la protection contre les rayonnements non ionisants. Donc nous comparons nos valeurs mesurées ici aux valeurs de cette commission. Mais si on a une puissance qui est très élevée, nous allons savoir d'abord la source et nous allons voir l'opérateur en question lui demander de diminuer la puissance. Maintenant, les pylônes, quand on les installe, il y a une étude qui est faite avant. Donc l'AIGF reçoit les dossiers de tous les sites. Nous faisons une prédiction avec les sites qui existent déjà. Nous vérifions les niveaux qui sont acceptables et ensuite nous faisons un contrôle sur le terrain. Les ondes électromagnétiques n'ont pas d'incidence sur la santé de la population, mais le mauvais usage du téléphone présente des dangers, d'où quelques conseils. Si on peut utiliser les mains à kit libre ou même parler sur le haut-parleur, ça c'est la première recommandation. Utiliser les messages textes si possible
éviter les longues communications, éviter l'utilisation des téléphones par les enfants. Il faut aussi éviter d'utiliser les téléphones dans les voitures. Pourquoi? Parce que dans les voitures, on a beaucoup de réflexions, donc le téléphone augmente sa puissance afin de pouvoir communiquer. Quand on achète un téléphone, il faut qu'on regarde quelque chose qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. Et il faut utiliser celui qui a un débit d'absorption spécifique le plus bas possible. L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques est un organe de l'État qui veille au respect des niveaux de référence en matière d'émission d'ondes électromagnétiques. Il n'y a aucune preuve scientifique à ce jour attestant le lien entre l'utilisation des téléphones portables et l'apparition de maladies. Cependant, la prudence doit être de mise. Maintenant, nous allons parler d'une autre maladie, le cancer. L'ONG Union fraternelle des femmes pour le développement et l'assistance des personnes vulnérables va en campagne contre le cancer. Cette ONG mène un combat contre toutes les formes de cancer. Son combat est axé sur la sensibilisation et sur le dépistage, nous dit Mamadou Kwasi. Le cancer constitue l'une des causes de mortalité en Côte d'Ivoire. Cette maladie prend une proportion importante. Depuis 2012, ce sont entre 16 000 et 20 000 personnes qui contractent toute forme de cancer en Côte d'Ivoire. 13 millions de personnes mourront de cancer dans le monde si rien n'est fait d'ici 2030. Et il faut donc la prévention pour réduire les conséquences liées au cancer. Ici en Côte d'Ivoire, l'ONG IFASADOS entreprend une tournée dans plusieurs régions. La population féminine est malade de cancer, surtout de cancer de sein. Pour nous, le meilleur moyen de prévention, c'est le dépistage. Il faut connaître son statut et chercher les moyens à se soigner. Nous avons une caravane dans le sud Koumoui qui commence les 7, 8, 9 et 10 mars prochains. En avril, nous serons à Bondoukou et à Bouna. Et en octobre rose, nous serons dans la région du Moronou. Donc c'est une caravane de sensibilisation, de formation et de dépistage. Depuis mars 2008, l'ONG IFASADOS, Union Fraternité des femmes pour le développement et l'assistance des personnes vulnérables, mène des actions dans plusieurs régions. Des actions à travers des sensibilisations et dépistage du diabète et du cancer du col de l'utérus. Autre sujet maintenant, le commerce du bétail au cœur d'une rencontre inter-État à Fekessédougou dans le Tchologo. C'est une initiative du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La rencontre de Fekessédougou regroupe des experts venus du Mali, du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Reportage Kader Sogodogo. Ils viennent du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ils sont éleveurs, élus ou fonctionnaires exerçant dans le domaine de l'élevage. Ils mènent un débat informé touchant les enjeux majeurs liés au commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. Ces 4 pays émanent du corridor central mis en place par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Initiateur de ce débat qui vise à accroître une production animale de qualité pour un meilleur revenu des éleveurs. Actuellement, nous avons un projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel qui veut donc l'amélioration de l'accès aux ressources naturelles, l'amélioration de l'accès au marché et la prévention et la gestion des crises pastorales. Pour les pays participants, l'autosuffisance en viande peut être gagnée. Les défis sont connus. La transhumance, le racket. Le défi, c'est de vraiment être capable de s'autosuffire au niveau national, mais ça ne pourra pas arriver avec les productions locales. Donc je pense que ce sera avec des accords au niveau de la sous-région d'Afrique de l'Ouest que nous pourrons arriver avec les fédérations à pouvoir arriver à consommer suffisamment de viande. 5 jours, c'est la durée de ce débat inter-État. Le SILS, l'ONG internationale Acting for Life, ainsi que les participants ont également en cœur la sécurité alimentaire. En 2015, la Côte d'Ivoire a importé 78 000 tonnes de viande, ce qui représente un investissement de plus de 28 milliards de francs CFA. Fin dimanche dernier du SIA, le Salon international de l'agriculture à Paris. La Côte d'Ivoire y était présente. À l'heure du bilan, il y a des acquis. Il a été question, par exemple, de la formation d'éleveurs ivoiriens, de la valorisation de la pêche et de l'élevage en Côte d'Ivoire. Hervé Blé revient de Paris.
Des voyants au vert, c'est le constat que l'on fait du côté ivoirien au moment où se referme le Salon de l'agriculture de Paris. De nombreux rendez-vous ont été honorés avec la coopérative Terrena, forte de 30 000 membres et 16 000 salariés. Il a été question d'emplois jeunes dans l'agriculture ivoirienne, tout comme lors du groupement interacadémique GID. L'appui consistera à former ces éleveurs aux techniques modernes d'élevage et à voir avec ces éleveurs comment valoriser les matières premières locales entrant dans la composition de l'alimentation des animaux. Ça passera notamment par de la formation. Il y a des gens érudits chez vous, des docteurs, des vétérinaires, etc. Donc l'idée c'est de les accompagner pour aller de l'avant et puis disperser après cette maîtrise technique. Nous avons eu des ateliers et séminaires sur l'intégration de la jeunesse africaine dans le monde agricole. Cela sous l'égide du groupement interacadémique. La première piste, c'est la formation. Compte tenu de la pénibilité, les jeunes ont tendance à refuser les travaux au niveau du monde agricole. Mais en utilisant des instruments modernes, la mécanisation, ces jeunes-là pourront être des exploitants modernes. De Paris, le ministre Akobena Kwasi Adjumani repart avec un engagement organisé à Abidjan, un rendez-vous de la pêche et de l'élevage. À l'image du SPACE, le Salon international des productions animales de Rennes. La question était au centre de la séance de travail qui s'est tenue au CIA. Oui, le projet est faisable, il faut le construire, il faut en définir le contenu, nos objectifs communs, mais on nous le dit souvent, le SPACE c'est vraiment le salon de référence pour les professionnels africains des productions animales. Donc on a vraiment un avenir à construire ensemble. Comme en matière de technicité, en matière de développement de l'élevage, ils sont en avance. Il est de notre devoir de pouvoir copier sur eux. À Paris, le ministre Adjumani s'est fait fort de renforcer la coopération avec ses collègues du Maroc, de Tunisie, du Sénégal et du Mali. Différentes visites des stands et des échanges informels ont permis d'évoquer les moyens d'une agriculture africaine plus performante au service du développement. Les bureaux de vote ouverts depuis 7 heures en Sierra Leone. Plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi 7 mars pour les élections présidentielles, législatives et locales. Le chef de l'État, Ernest Bai Koroma, doit passer la main après 2 mandats. Herman Givi. Dans des nombreux bureaux de vote de Country Freetown, la capitale de la Sierra Leone, des électeurs accomplissent leur droit de vote. Des bureaux de vote ouverts depuis 7 heures ce matin qui refermeront à 18 heures. Le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne peut plus se présenter après 2 mandats, mais son ministre des Affaires étrangères, Samoura Komara, aura la lourde tâche de porter les couleurs du parti au pouvoir, l'APC. 16 candidats sont en lice pour cette présidentielle. Un scrutin à la fois présidentiel, législatif et communal, où plus de 3,1 millions d'inscrits sont appelés aux urnes. Selon le regard de plusieurs observateurs, les conditions de vie de la plupart des habitants restent des plus précaires, alors que le sous-sol sierra-léonais regorge de richesses en fer et en diamants. Principal défi pour le prochain président, redresser l'économie de la Sierra Leone. Autre image, 4 jours après le double attentat meurtrier de Ouagadougou, la procureure du Faso, Maïsa Sérémé, a fait pour la première fois un point sur l'enquête. Il ressort que 8 militaires burkinabés ont été tués, 61 autres blessés et 24 civils ont été blessés dans les attaques de Ouagadougou contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées le week-end dernier. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Ce soir, vous avez rendez-vous avec David Gouedan Mobio. Merci de votre fidélité.